L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas d'instinct biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission du podcast Le Deuxième Texte, le podcast sur les idées féministes. On est vraiment super contente de vous retrouver avec mes consoeurs journalistes et chroniqueuses dans cette émission, Nassira El Moadem. Bonjour Aude. Et Marie Kirchhoff. Salut. Salut à toutes les deux. Nassira, je rappelle que tu étais journaliste à iTélé, France 2, directrice du média en ligne Bondi Blog jusqu'à fin 2018 et maintenant. Maintenant journaliste indépendante, et je travaille sur un projet d'écriture en ce moment. Et Marie, tu es journaliste indépendante, spécialiste des questions féministes et LGBT, rédactrice en chef de la revue lesbienne Well, je me trompe pas? Exactement, c'est ça. Et la revue, c'est une revue qu'on vend en librairie. Et moi, je me présente aussi, donc je suis Aude Loriot, journaliste freelance. J'écris notamment pour Slate, surtout sur les questions de genre, de discrimination et un petit peu en politique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé cette émission Le Deuxième Texte ? Déjà parce qu'on a bien aimé le jeu de mots, et puis parce que Simone de Beauvoir est et reste une référence qui nous a toutes marquées. Et justement, moi j'ai une petite question, les filles. Qu'est-ce qu'elle représente, Simone de Beauvoir, pour vous ? Alors, pour moi, une auteure bourgeoise qui a su se remettre en question, et c'est assez rare pour le souligner. Marie ? Ouais, carrément. Puis c'est vraiment la grande féministe française. Et c'est vrai que moi, j'ai lu ses bouquins très jeune, notamment tous ses livres autobiographiques, qui étaient vraiment une lecture que je recommande. Pour moi, c'est une grande pionnière du féminisme, ça c'est sûr. Et on a un point commun toutes les deux, c'est qu'on kiffe toutes les deux Stendhal, qui lui-même est un grand féministe. Donc voilà, vive Stendhal. Le but du deuxième texte, c'est de mettre en valeur des œuvres féministes et des idées de femmes et de les décortiquer ensemble pour se les approprier. On aimerait beaucoup être des passeuses d'idées neuves, des idées d'écrivaines françaises, mais aussi des idées d'autres continents, des idées qui permettent de voir le monde d'une autre manière. Et pour cette première émission, on a choisi de vous parler des mémoires d'une journaliste féministe américaine, Gloria Steinem. Le livre s'appelle « Ma vie sur la route ». Il sort le 13 mars en traduction française chez HarperCollins. Il est préfacé par Christiane Taubira herself. Ça nous parle forcément à nous, puisqu'on est toutes les trois journalistes. Et Gloria Steinem est une véritable référence aux États-Unis. Elle fait partie, par exemple, des quelques 260 femmes qui ont leur nom dans le National Women's Hall of Fame, un musée qui met en avant les femmes illustres des États-Unis dans l'État de New York. Elle est aussi connue pour avoir fondé en 1971 Ms. Magazine avec l'avocate Dorothy Pitman Hughes. Et Ms. Magazine, c'est un magazine féministe qui a joué le rôle d'éclaireur dans les années 70 sur les questions de genre, de lutte des classes ou les questions raciales. Pour vous expliquer pourquoi Ms. Magazine, Ms. contrairement à Mrs. ou Miss, c'est une façon de désigner les femmes qui n'indiquent pas si elles sont mariées ou non. À l'inverse, par exemple, en français, de madame ou mademoiselle. C'est un peu comme si en français, on avait inventé un troisième terme qui ne soit ni mademoiselle ni madame. Enfin bref, vous avez compris que ce magazine annonce la couleur. Et Gloria Steinem a aussi écrit 7 livres, et on va vous parler du dernier, Ma vie sur la route. C'est un livre qui raconte une vie de voyage, d'engagement dans des bus, des taxis, des avions, des meetings politiques, des réunions militantes. Et il y a une chose qui, moi, m'a vraiment beaucoup intéressée et touchée aussi, je dois dire, c'est ce qu'elle dit de la parole en public. J'ai découvert qu'il s'opérait une alchimie mystérieuse dès que quelqu'un prenait la parole devant un groupe d'inconnus. Comme si la présence d'un public attentif aidait la personne à accoucher d'un récit qu'elle ignorait porter en elle. Le passage est extrait de Ma vie sur la route de Gloria Steinem, page 34. Un bon livre, je trouve personnellement, c'est un livre qui transforme notre façon de penser, voire même notre façon d'agir. J'ai lu Ma vie sur la route il y a assez peu de temps, récemment, et j'ai déjà constaté qu'il influait sur ma vie. J'ai par exemple donné une conférence dans un amphithéâtre à Sciences Po Lyon début février, et je me suis efforcée
plus que jamais de regarder chaque personne dans les yeux, d'être vraiment à l'écoute du public pendant que je parlais. Gloria Steinem, en plus d'être journaliste et écrivaine, a été une sorte de serial conférencière. Elle a fait tout au long de sa vie des milliers de kilomètres à travers les États-Unis pour porter une parole politique. Dans des universités, des librairies, des théâtres, des sous-sols d'établissements scolaires, des centres sociaux, des bourses du travail, des cinémas de banlieue, des gymnases de lycée, et même une ou deux fois dans un stade de foot carrément. Et souvent, durant ces conférences, en fait, il se produit réellement quelque chose, une sorte de champ magnétique, elle dit. Elle écrit par exemple, quand quelqu'un dans l'assistance pose une question et qu'on lui répond à l'autre bout de la salle, je sais que ça fonctionne. Gloria Steinem est une sorte de sage-femme du débat qui pratique la maïeutique du verbe. On sort de ces conférences grandie, motivée, plus intelligente ou plus confiante. Les groupes de parole ont toujours, dans l'histoire, joué un grand rôle dans l'action féministe. D'abord, première chose, parce qu'ils cassent l'isolement dans lequel sont plongées les victimes. Ensuite, parce qu'ils permettent de se sentir plus fortes, de prendre conscience de la gravité des faits en mettant des mots dessus. Les groupes de parole sont éminemment subversifs. Chaque changement politique majeur dans l'histoire de l'humanité a été précédé de rassemblements, que ce soit chez les Amérindiens ou pendant la Révolution française, par exemple. Pour que ça marche, il faut de la bienveillance et de l'empathie. Et dans le fond, à mon avis, c'est ça ce que dit le livre profondément, c'est que c'est ça, la bienveillance et l'empathie, la clé du changement. Si on veut être écouté, il faut écouter, dit-elle. Si on espère que les autres vont changer leur façon de vivre, il faut savoir comment ils vivent. Si on veut être vu, il faut regarder les gens dans les yeux. C'est un livre qui nous apprend à écouter les autres plutôt qu'à parler à leur place. C'est, je trouve, profondément féministe et c'est même profond tout court. Donc je voulais savoir, pour vous, Marie et Nassira, est-ce que ces groupes de parole, ça fait écho en vous ? Est-ce que vous avez des souvenirs de discussions collectives qui ont amené à une prise de conscience ? C'est pas forcément d'ailleurs des groupes de parole très formels. On n'a pas besoin forcément d'être sur une chaise à 15, des chaises qui sont disposées en forme de U, où on a l'impression que tout le monde nous regarde et on est attendu au tournant. Ça peut être quelque chose de très informel en fait. Et moi, j'ai un exemple tout concret parce qu'évidemment c'est ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la question post-ligue du LOL, la question du harcèlement quand on est dans les institutions en vase clos par exemple, et que avec une certaine contradiction d'ailleurs, la parole est confisquée et tue alors même qu'on est dans des petits groupes de promotion par exemple de grandes écoles. Et en réalité, dans ces endroits-là, la parole n'est pas si simple pour qu'elle soit dite, formulée, parce qu'il y a beaucoup de pression, la peur aussi d'être jugée. Et dans les discussions que moi j'ai eues avec d'anciennes camarades de promotion, dont certaines dont on n'avait pas forcément de nouvelles, qui avaient un peu disparu, on s'est rendu compte que les discussions, même virtuelles, qu'on a en ce moment sur Messenger, etc., à 3-4 finalement, étaient beaucoup plus fortes que lorsqu'on se voyait quand on était à l'école, parce qu'il n'y avait pas la pression des autres. Et il y a des choses qui ressortent aujourd'hui et qui n'étaient pas à l'époque possible de dire, en tout cas pour ces filles-là. Et voilà, donc on n'est pas forcément sur des groupes de parole très formels, mais en tout cas qui permettent des années après de pouvoir exprimer des choses qui n'étaient pas à l'époque. C'est super important d'avoir des endroits comme ça où on peut vraiment échanger des trucs très perso, y compris sur des violences, et se rendre compte que c'est pas juste un truc qui t'est arrivé à toi, mais que c'est vraiment un problème beaucoup plus structurel. Donc c'est hyper important les groupes de parole. C'est vrai que moi j'ai aussi des souvenirs de groupes de parole négatifs, si on peut appeler ça comme ça, enfin d'endroits où je me disais c'est cool, je suis dans un espace safe comme on dit, donc en sécurité, où je vais pouvoir parler de choses, et en fait pas toujours, des fois t'es aussi mal reçu. Notamment je passe
Une fois, quand j'étais ado, donc avec quelques amis, en fait, quelques jours auparavant, pour la première fois, il y avait un homme qui s'était masturbé devant moi dans les transports en commun. Ça m'avait énormément choquée. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, je vais en parler pour savoir si ça leur est déjà arrivé, etc. Et là, il y a vraiment une fille qui était avec son petit copain, en l'occurrence, et qui m'a complètement dit, limite, c'était ma faute, en fait. Enfin, c'est moi qui avais mal réagi, que finalement, c'était pas grave, qu'il faisait pitié, que j'aurais dû plutôt en rigoler. Alors que moi, évidemment, ça m'a pas du tout fait rire. Et ça, c'était vraiment dur quand tu crois que tu es dans un espace safe et qu'en fait, c'est l'inverse du groupe de parole, c'est que finalement, on te dit de te taire. Donc, si jamais vous êtes dans un groupe comme ça, ne faites pas ça quand quelqu'un prend la parole, quoi. Ouais, je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'il y a un objectif, et l'objectif, c'est l'écoute. Et il faut vraiment se le dire et se le redire souvent, parce qu'on est aussi nous-mêmes empoisonnés par nos préjugés, par nos stéréotypes, etc. Et on peut, malgré soi, reproduire ça, en fait. Et je pense qu'il faut toujours avoir dans la tête, et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué là, ces derniers jours, de se dire que si moi, je parle à cette fille-là et qu'elle a envie de parler, il faut d'abord l'écouter, mais vraiment l'écouter. Et voilà, l'entendre et de l'entendre dire ce qu'elle a à dire, avant même, toi, de répondre et de potentiellement amener le débat sur autre chose. Alors moi, c'est aussi un souvenir plutôt positif des groupes de parole comme Nassira. C'est bien, on préfère. Mais notamment, j'en parle vite fait dans un article que j'ai écrit pour Slate, justement, sur pourquoi l'affaire de la Ligue du LOL ne sort que maintenant. Et moi, j'ai pu constater dans toute cette histoire que la création de Prenons la Une, dont je suis porte-parole, et Marie aussi est membre du conseil administratif, on a pu se rendre compte que le fait de se réunir au sein de Prenons la Une, il y a plusieurs victimes de la Ligue du LOL dedans, ça nous a vraiment permis de faire circuler les infos, de faire circuler la parole entre nous. Et moi, je me souviens d'une fête fin 2017 où il y avait un des membres de la Ligue du LOL qui était présent. Et en fait, sa présence, ainsi que celle de plusieurs victimes, a déclenché un flot de parole entre nous. Et en fait, on a aussi commencé à se dire qu'il fallait agir. Tout ça a entraîné en fait de l'action. Et donc c'est ça, moi, qui me semble aussi hyper positif, c'est qu'à la fois les groupes de parole, ça fait vachement de bien parce qu'on peut s'exprimer, on se libère d'un poids, mais aussi ça mène à une action. Vous écoutez le deuxième texte, consacré aujourd'hui à Ma vie sur la route de Gloria Steinem. Un autre thème développé dans ce livre, c'est celui du voyage. Quand je suis devenue community organizer, j'ai longtemps sillonné le pays sans me poser de questions. Puis, un beau matin, je me suis rendu compte qu'en 20 ans, je n'avais pas passé plus d'une semaine d'affilée chez moi. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais tombée amoureuse de la route. C'est page 34 du livre Ma vie sur la route de Gloria Steinem. C'est pas anodin si Gloria Steinem choisit le format du carnet de route pour son recueil de mémoires. Le voyage a toujours été vu comme une occupation masculine et comme un territoire à s'accaparer pour les femmes, une liberté à arracher. Et il n'y a pas encore si longtemps, dans plusieurs pays occidentaux, même pas très loin de chez nous, voyager seule en tant que femme était très mal vu, parfois même toujours, dans certaines familles. Les épouses n'avaient pas de passeport à elles étaient enregistrées sur celui de leur époux, ou devaient même demander une autorisation à leur tuteur. Dans une interview de 2017 à Libération, Gloria Steinem raconte cette époque où, si on refusait de s'identifier par le statut marital, je ne pouvais pas acheter de billets d'avion, on a dû se battre juste pour pouvoir mettre Miss sur les documents administratifs. Et puis pour Gloria Steinem, le voyage, c'est une histoire personnelle et familiale, puisqu'elle tire cette passion du voyage de son père, avec cette anecdote. Jusque-là, j'aurais juré que je m'étais rebellée contre le mode de vie de mon père. Je m'étais créé un chez-moi que j'aimais, un havre où je pouvais me réfugier. Lui était un perpétuel nomade. Je n'avais jamais emprunté un sou, il était constamment endetté. Je prenais l'avion ou le train pour vivre des aventures communautaires, il préférait 1000 fois rouler seul pendant une semaine. Mais il arrive qu'on croit tourner le dos à son passé uniquement pour découvrir qu'on est revenu à ses racines. J'ai compris ainsi que ce n'était pas un hasard si je me sentais chez moi sur la route. Jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était toute ma vie, j'étais bien la fille de mon père.
au-delà de l'histoire personnelle de Gloria Steinem et de ce lien avec son père via le voyage en fait est une nécessité absolue pour le combat pour les droits des femmes. C'est ce qu'elle explique très justement dans son livre. Aux États-Unis, les politiques publiques, notamment celles qui concernent les droits des femmes, mais pas seulement, diffèrent d'un État à l'autre. Il a fallu, et il faut toujours d'ailleurs se battre, non pas une seule fois, mais 50 fois, dit-elle. Gloria Steinem se considère d'ailleurs comme une itinérante organizer, une combattante itinérante. Ces voyages qu'elle raconte à travers ce livre sont ceux de ses combats à travers l'Amérique, la lutte pour l'avortement, évidemment, son engagement pour la reconnaissance des droits des Amérindiens, le combat pour l'égalité, et par conséquent, un voyage indispensable pour des milliers d'Américaines obligées, encore aujourd'hui, d'aller dans un autre État, parfois très loin de chez elles, pour échapper à des droits moins favorables. Et c'est d'ailleurs ce voyage qui en fait a permis à Gloria Steinem et à d'autres, et c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs, l'auteur dans son livre, de pratiquer ce qu'on appelle le combat intersectionnel, c'est-à-dire de trouver en l'autre qu'on rencontre grâce au voyage, eh bien, une identification, un transfert de ses propres combats et de faire en sorte de faire des convergences, des jonctions entre les combats des minorités, des femmes et de toutes les personnes qui, aujourd'hui encore, doivent arracher des droits par le combat. Et du coup, j'ai une question, les filles, à travers ce voyage. Là, on est aux États-Unis, mais c'est une question qu'on pourrait aussi poser pour le féminisme en Europe, par exemple, et en France. Est-ce que, selon vous, le voyage sert le féminisme ? Moi, je répondrais complètement. Et d'ailleurs, j'ai été touchée par la citation là, que tu as lue. Celle de son père ? Voilà. Et dans tout le livre, enfin, tout ce qui est sur ce sujet, parce que moi-même, j'ai beaucoup déménagé. En fait, j'ai déménagé tous les 4 ans en moyenne quand j'étais petite et j'en ai vachement souffert. Et en fait, après, bien plus tard, notamment parce que je me suis rendu compte de la richesse que ça apportait. Je sais que par exemple, je suis passée d'un collège un peu de Bourges, enfin assez bourgeois à Annecy, qui est une ville assez riche, c'était un collège public, à un collège de zone prioritaire juste après, enfin 2 ans après. Et donc après, j'ai reproduit le schéma familial, c'est-à-dire que je me suis mise moi-même à déménager beaucoup et à bouger beaucoup, parce que j'ai compris bien plus tard tout ce que ça m'avait apporté. Donc je me reconnais totalement là-dedans et dans en fait, la sociabilité et l'ouverture à l'autre que le fait de bouger, de déménager, de voyager apporte. Et je pense qu'il y a profondément un lien avec le féminisme dans cette ouverture à la différence. Et d'ailleurs, elle a une phrase que j'aime beaucoup. Elle dit que le voyage est une école de la singularisation. Ouais. J'adore cette expression, cette idée qu'on rencontre vraiment une personne singulière, des situations singulières. On s'ouvre à la complexité en fait, de la vie dans ces rencontres. Et alors, donc ça, c'est profondément féministe. Et justement, à ce sujet, elle dit autre chose qui d'ailleurs rejoint la phrase que tu viens de citer, c'est page 32. Elle dit « Mon deuxième objectif, c'est de vous inciter à passer un petit peu de temps sur la route. » Et elle dit juste après, autrement dit, à voyager avec l'esprit de la route en étant ouvert à tout ce qui se présente au lieu de rechercher le familier. Et en fait, ça donne une résonance aussi au voyage que nous, on a chacun d'entre nous sur les réseaux sociaux, puisqu'on déambule en fait dans les réseaux sociaux, mais où on finalement recherche moins ce qui est étranger, ce qui est extérieur à ce que nous vivons, mais où on recherche plus le familier. Et ce voyage qu'elle raconte aussi, Gloria Steinem, c'est d'aller à la rencontre de ceux qu'on ne connaît pas en fait, et qui nous perturbent aussi, mais qui nous permettent de nous remettre en question. Et j'ajouterais donc sur l'aspect féministe du voyage que c'est une école de la débrouille. C'est vraiment pour moi une méthode d'empowerment en anglais on dirait, ou d'empouvoirment en français, parce que ça nous met face à des difficultés, des obstacles, et donc ça renforce en fait intérieurement, c'est émancipateur. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter encore une étape en plus, c'est-à-dire que le voyage, c'est super émancipateur et féministe, et il y a un truc qui l'est peut-être encore plus, c'est le voyage en solo. Enfin, en tout cas, qui l'est aussi très fortement. J'avais fait, pareil sur Slate, un article qui s'appelait « Plaidoyer pour les voyages en solo ». Je m'étais vraiment éclatée à écrire ça. Et dedans, il y a
une blogueuse qui s'appelle Valérie Joy Wilson, que je cite, qui a fondé un site internet qui s'appelle trustedtravelgirl.com, donc les filles qui se font confiance. Et elle donne des conseils pour voyager seule sur ce site. Et dans un billet qu'elle a fait sur le HuffPost en 2016, elle dit « Voyager seule m'a permis de prendre conscience de toutes les choses incroyables que j'étais capable de faire, comme ma capacité à me faire des amis facilement, à prendre soin de moi, à diriger ma vie. » Et voilà, donc c'est l'idée que le voyage donne confiance en soi. Il y a un super podcast qui s'appelle La Bougeotte, et vraiment big up aux 3 femmes qui le font. C'est Daisy Lorenzi, Laura Fernandez-Rodriguez et Marine Perrin, qui justement encouragent les femmes aussi à voyager seules et donnent des conseils là-dessus. Et pour moi, alors je termine vite fait sur cette idée-là, mais voyager seule, ça permet d'être ouverte aux rencontres, d'être ouverte aussi au fait de rencontrer des locaux, des gens du coin, alors que quand on est en groupe avec des amis, on a moins tendance à s'ouvrir aux autres, d'être plus ouvert à l'improvisation et d'être pleinement présent et présente au paysage aussi. Je pense qu'on se laisse plus absorber dans les paysages quand on est tout seul. Et enfin, c'est ce que tu disais, Nassira, c'est on sort de sa zone de confort et de sa classe sociale. Yes. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le côté empowerment. Mais il y a aussi un autre aspect tout bête, c'est que c'est une activité qui est vue comme très masculine, a fortiori le fait de voyager seul, de partir à l'aventure. Donc c'est aussi pour ça il y a un vrai aspect féministe à seule ou à plusieurs partir en tant que femme sur la route. On a beaucoup dit aux femmes que c'était dangereux de voyager, que voilà. Et on le dit toujours, on l'entend encore. Complètement. Et c'est la même chose sur c'est dangereux de sortir la nuit, c'est dangereux de faire ton jogging. Enfin, tout est dangereux et il y a toujours ce côté que l'extérieur est très dangereux. C'est ça. Donc on dit beaucoup aux femmes que c'est très dangereux de sortir, que le dehors est dangereux. Et en fait, statistiquement, on se rend compte que c'est l'inverse, que c'est la maison, que c'est l'intérieur qui est dangereux pour les femmes. Parce qu'elles sont plus souvent victimes d'agressions de la part d'un proche et dans le cadre de la maison. Alors qu'au contraire, pour les hommes, en fait, c'est pour eux que l'extérieur est plus dangereux parce que c'est l'endroit où ils sont le plus victimes de violences physiques. Donc en plus, voilà, il faut vraiment aussi réinverser et remettre les choses à l'endroit. Et le fait de dire en plus aux femmes que attention, le voyage est dangereux, la rue est dangereuse, la nuit est dangereuse, c'est aussi une idée pernicieuse, parce que du coup, si t'arrive quelque chose dans le voyage, on va dire bah oui, mais en même temps, qu'est-ce que t'étais parti faire là-bas à l'aventure, qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci ? On t'avait prévenu. Voilà. Donc c'est vraiment une idée à abandonner totalement, définitivement. Donc conclusion, sortez les filles, voyagez. Voilà, ça renforce. Troisième et dernière partie de ce deuxième texte consacré à Ma vie sur la route de Gloria Steinem. Elle est très connue aux États-Unis et beaucoup moins en France. Voici comment Barack Obama a décrit Gloria Steinem le 20 novembre 2013, quand il lui a remis la médaille présidentielle de la liberté. En tant qu'écrivaine, conférencière, militante, Gloria Steinem a sensibilisé un public large et souvent sceptique aux problèmes de la violence conjugale, du manque de garde d'enfants, des pratiques discriminatoires à l'embauche. Grâce à son travail à travers les États-Unis et tout autour du monde, plus de femmes ont droit au respect et aux opportunités qu'elles méritent. Mais elle a également changé la façon dont les femmes se voient. Gloria continue à se dévouer corps et âme à l'éducation. Son conseil aux jeunes femmes est le suivant, et je l'aime beaucoup. N'écoutez pas mes conseils, écoutez la voix qu'il y a en vous. On voit que de l'autre côté de l'Atlantique, Gloria Steinem est vraiment une véritable rockstar du féminisme. Et honnêtement, je n'exagère pas quand j'utilise ce terme-là. Non, pas du tout. Parce que, en fait, il a été utilisé par le journal canadien La Presse, par exemple. Donc c'est vraiment le cas. Sa carrière commence dans les années 50. C'est une jeune journaliste et elle va tout de suite être confrontée au monde des médias hyper macho. C'est-à-dire qu'à l'époque, on lui demande surtout... elle est vraiment cantonnée à des sujets dits féminins comme la mode ou les interviews de célébrités, alors qu'elle a plutôt envie de parler de politique, de mouvements sociaux. En 63, elle signe un premier grand coup. Elle se fait embaucher incognito comme Bunny,
donc dans les clubs Playboy, donc c'est les clubs de Hugh Hefner où les clients sont servis par des femmes habillées en lapine. Voilà. Et elle en tire un article vraiment qui montre l'envers complètement glauque du décor. C'est une belle enquête. Ouais. Ensuite, elle va de plus en plus écrire sur les femmes, sur les droits des femmes, et notamment sur le Women's Lib naissant. En 72, comme l'a dit Aude tout à l'heure, elle cofonde le magazine féministe Ms, donc qui est vraiment le magazine féministe américain. Et c'est vraiment un plébiscite, c'est-à-dire que le premier numéro est vendu, est en rupture de stock en 8 jours. C'est la folie. Elle a vraiment écrit en tant que journaliste sur ces sujets-là, mais elle n'a pas fait que écrire. Elle a aussi milité activement pour les droits des femmes, sur l'avortement, sur aussi la liberté sexuelle. Elle a fait campagne pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit inscrite dans la Constitution américaine. Conséquence de tout ça, elle a vraiment dû affronter des torrents de boue des antiféministes, des commentateurs de l'époque qui se moquent énormément de ces combats-là. Elle a aussi dû essuyer des remarques sur son physique parce que en fait, elle a oublié d'être moche. Et il y en a beaucoup que ça surprend. Dans Ma vie sur la route, dans son livre, elle raconte qu'en 71, il y a le St. Petersburg Times qui titre « La beauté de Gloria dément ses objectifs ». Alors elle commente, je cite, « Une féministe était censée être laide. C'était par rapport à ce stéréotype qu'on me jugeait. Ce qu'on sous-entendait, c'était « Une femme qui peut se trouver un homme n'a pas à se préoccuper de l'égalité des salaires ». Donc, malgré ces attaques, elle a vraiment, au fil des ans, elle est devenue une habituée des plateaux télé et elle est vraiment devenue la grande figure connue par toutes et tous. Donc, résultat, on trouve vraiment de nombreux hommages à son combat dans la pop culture, vraiment dans des trucs extrêmement mainstream. Notamment, on l'a invitée à jouer son propre rôle, un petit caméo, dans les séries The Good Wife, The Yale Ward, et également dans ce film des années 90, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'appelle Le Club des Ex. Il y a Jennifer Lopez qui a samplé un de ses discours dans le vidéoclip de Ain't Your Mama. Wow. Il y a quelques années, il y a HBO, donc la grande chaîne, qui lui a consacré un documentaire super élogieux. Et à l'heure actuelle, on joue à New York une pièce de théâtre qui est directement inspirée de sa vie. Bref, donc il y a vraiment, aujourd'hui âgée de 84 ans, elle est vraiment une véritable icône du féminisme. Et du coup, je me demandais, quid de la France ? Est-ce qu'on pourrait, quand je regarde son parcours, je me demande, est-ce qu'on a en France un peu un équivalent, comme ça, une femme qui est vraiment issue d'un mouvement féministe très revendicatif et qui, dans le même temps, est assez populaire, assez connue pour être, par exemple, jouer un caméo dans la série 10%. Donc je pense qu'aux États-Unis, il y a effectivement une facilité à pouvoir endosser plein d'étiquettes en même temps, plein de rôles en même temps. Parce que Gloria Steinem, c'est une journaliste, tu l'as dit, elle a été enquêtrice, elle est militante, elle se définit aussi comme militante, conférencière, on l'a dit, voyageuse, etc. Et je pense qu'on pourrait en mettre encore plein d'étiquettes et plein de titres. Et ça, c'est un peu difficile chez nous, en France, où on aime bien avoir une case par personne, quoi. Et d'ailleurs, celles et ceux qui se définissent comme étant des journalistes militants sont très mal vus, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, et surtout d'ailleurs dans les médias, où on considère qu'on ne peut pas endosser ces deux responsabilités-là, à la fois être dans ce qu'on appelle la fameuse objectivité ou la neutralité, et en même temps d'avoir un agenda politique et de défendre des idées. Et ça, c'est très compliqué. Mais juste une toute petite anecdote, parce que franchement, moi, je suis trop contente, parce que moi, je l'ai rencontrée personnellement, Gloria Steinem. Je l'ai vue en fait à New York. J'avais été invitée par l'ambassade de France aux États-Unis, qui organise tous les ans le festival Albertine, qui est donc un festival intellectuel autour de grands thèmes de société. Et c'était en 2017, et à l'époque, le thème était la question des femmes et de la libération de l'écoute et de la parole des femmes. Et Gloria Steinem était en face de moi sur un panel, et je l'ai entendue. Et c'est vrai qu'elle est admirée par tout le monde. C'était incroyable, il y avait une queue de dingue qui l'attendait pour des dédicaces ou pour lui parler, et en fait autour d'elle il y avait absolument tout. Tu avais des jeunes, tu avais des vieilles personnes, tu avais des middle class, tu avais des blancs, tu avais des noirs, tu avais absolument tout, et elle fait rayonner autour d'elle un maximum de personnes. Je suis pas sûre qu'en France on ait quelqu'un de cette trempe-là qui puisse entourer, mettre autour d'elle autant de personnes si différentes. Non, c'est clair que non.
Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis sur les militants journalistes, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui explique ça. C'est le fait qu'aux États-Unis, le journalisme a une tradition de contre-pouvoir beaucoup plus forte qu'en France. Et en France, le journalisme politique, par exemple, est proche de ses sources beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et je pense qu'être militant dans un pays où le journalisme a vraiment cette tradition de contre-pouvoir, c'est plus facile. Voilà, je pense que ça aussi, ça fait partie. Autre chose sur le fait qu'on n'ait pas de figure féministe connue ici en France, déjà ça dépend. En tout cas, à cette échelle. À cette échelle, voilà. Ça dépend si on parle de figure féministe journaliste ou figure féministe en général, mais je pense que même figure féministe en général. Et il y a un élément intéressant, c'est qu'on avait fait avec un magazine qui est mort maintenant, qui s'appelait Vraiment, un sondage précisément là-dessus. En plus, on n'a jamais rendu tous les résultats publics parce qu'on n'avait pas la place tout simplement dans l'article. Donc là, ça peut être intéressant d'en parler. Mais j'avais suggéré donc 17 figures féministes françaises et américaines avec cette question-là qui était posée au public. Parmi ces personnalités féministes vivantes, citez celles que vous appréciez le plus. Il y avait 3 réponses possibles. Et alors, le résultat a été super riche d'enseignements. C'est que, donc déjà, il y a 40% des gens qui disent aucune de ces féministes. Donc, super. Et ensuite, les 5 les plus cités, et je vais vous dire après un peu quels sont les noms, c'est 5 américaines ou britanniques. Il y a Emma Watson, l'actrice, la chanteuse Beyoncé, Angela Davis, donc la militante, et l'animatrice américaine Oprah Winfrey, et aussi l'activiste pakistanaise Malala Yousafzai, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Yousafzai. Voilà. Et donc, oui, c'est pas que des américaines et britanniques, mais c'est 5 étrangères en tout cas. Et dans le lot, il y avait 7 françaises. Alors, les américaines, britanniques et Malala recueillent entre 12 et 22% de gens qui les citent, en fait. Et les françaises, elles récoltent entre 1 et 4% de plébiscites, donc c'est vraiment très en dessous. Et dedans, désolée pour les féministes que je vais citer, mais il y a donc la militante Caroline de Haas, la journaliste Rokhaya Diallo, la militante féminine Ina Shevchenko, la dessinatrice de BD Emma, la philosophe Christine Delphi et les journalistes Titu Lecoq et Nadia Dam. Et donc, très clairement, elles arrivent très très en dessous des autres. Pour ça, moi, j'ai un peu une explication, des hypothèses où vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a peu de figures féministes connues en France parce qu'il y a peu de célébrités, de stars de cinéma, de chanteuses qui ont endossé le statut de féministe. Et alors ça, c'est super intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite par une chercheuse là-dessus, Alexandre Moussa. Et en fait, il montre que c'est parce que ça leur a coûté hyper cher. Hyper cher. Il part de l'exemple de Delphine Seyrig. Seyrig, donc actrice française, c'est connue quand même, un peu connue. Elle a signé, et une grande féministe. Elle avait signé le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement, donc en 71, là, qui dit « je me suis fait avorter ». Elle avait une activité militante à côté de son activité d'actrice et comédienne dans les années 70. Et en 76, elle fait un documentaire qui s'appelle « Sois belle et tais-toi », qui dénonce vraiment le sexisme dans le milieu du cinéma, où elle interroge plein d'actrices et elle leur demande de s'exprimer là-dessus. Et en fait, justement, ce chercheur montre que sa carrière s'essouffle à partir de 76. C'est-à-dire, ce documentaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Entre 61 et 75, elle apparaît dans 3 spectacles par an. Elle fait 3 spectacles par an, pardon. Puis, entre 76 et 90, elle en fait en moyenne 1,5. Donc, en fait, son taux d'apparition est divisé par 2 à la suite de son activité militante. Il y a même Yves Montand qui interdit carrément dans le milieu d'embaucher Delphine Seyrig. Je pense qu'il y a effectivement cet aspect-là. Et il y a aussi un aspect qui pourrait expliquer ça, c'est le fait qu'en France, on a aussi un féminisme qui est très intello. Alors perso, moi j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'un féminisme qui est aussi très universitaire. Dans les rayons, quelques librairies qui ont des rayons féminisme, c'est quand même aussi beaucoup des livres d'universitaires qui ne sont pas toujours très abordables. Ne serait-ce que Le Deuxième Sexe, qui est le livre féministe français, c'est 1000 pages. Et il faut les lire. Voilà.
Je vous conseille de commencer par le tome 2 plutôt que le tome 1, parce que le tome 1 est quand même un peu ardu. Et c'est vrai que Gloria Steinem, elle fait vraiment un effort de vulgariser, de parler à vraiment tout le monde. Et c'est même quelque chose qu'elle dit dans son bouquin. Elle dit à un moment, la langue académique peut être si abstraite qu'elle tend à obscurcir un fait essentiel. Le féminisme prend sa source dans le quotidien des femmes. L'une des phrases les plus tristes que j'ai entendues au cours de mes déplacements est « Je ne suis pas assez savante pour être une féministe », voire « Je ne suis pas assez intelligente pour être une féministe ». Cela me fend le cœur. Et ouais, j'ai l'impression qu'en France, on a un féminisme qui est très, tu vois, un peu un télo universitaire, ce qui est bien aussi, mais que du coup, ça décourage pas mal de monde, en fait. Complètement d'accord avec Et que c'est aussi pour ça que du coup, finalement, les figures qu'on a sont des figures, par exemple, Christine Delphi, qui est quand même, par exemple, hyper importante pour la théorie féministe, mais qui est jamais devenue une rockstar du féminisme. Et puis, la question aussi du féminisme... en France, elle est quand même très connotée politiquement. Je veux dire, c'est considéré comme, encore une fois, du militantisme et dans l'engagement. Alors que dans plein de pays, et notamment les sociétés scandinaves, par exemple, parce que je connais un petit peu la Finlande où j'ai étudié, c'est vraiment des pans entiers de la scolarité. C'est-à-dire qu'il y a des gender studies, il y a des questions du féminisme qui sont abordées de manière très tranquille dans les programmes scolaires, ce que nous n'avons pas vraiment tellement. Et donc, du coup, ça décloisonne quand t'es gamin et que t'entends ces choses-là à l'école, évidemment que ça te semble beaucoup plus naturel et que du coup tu grandis avec ça et c'est moins du coup politisé ou moins considéré comme étant juste un thème d'engagement politique, quoi. Et au-delà d'ailleurs du fait que le féminisme français est un peu élitiste finalement, est très intello, on peut dire aussi que ce qui différencie, ce qui explique ça par rapport aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, la culture populaire en général est plus forte. Il y a une rupture en France, à mon avis, entre les élites intellectuelles, on va dire vite fait comme ça, et les classes populaires, qui me paraît plus forte qu'aux États-Unis. Peut-être, ouais. Et je crois qu'il y a aussi, alors sur la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas de figure comme ça qui a émergé aussi populaire en France, j'ai aussi l'impression que c'est que globalement, il y a moins de figures féministes qui ont émergé en France. Aussi parce que c'est un mouvement politique qui n'aime pas trop avoir de porte-parole désigné, en fait. C'est qu'il y a un vrai truc au moment des années 70, au moment du MLF, donc MLF, Mouvement de libération des femmes. Il y a vraiment l'idée que c'est un mouvement qui est horizontal, il n'y a pas de porte-parole officielle, etc. Alors qu'on sait que les médias aiment bien avoir une porte-parole qu'on peut interviewer, dont on fait le portrait, etc. et qui va devenir une incarnation. Ouais, voilà, une incarnation d'un mouvement social plus large. Et c'est vrai que le mouvement féministe a souvent été très... à se méfier de ça, à se méfier d'une personne, d'une femme qui pourrait comme ça un peu s'accaparer la parole, qui pourrait en plus profiter pour sa carrière personnelle d'un mouvement plus collectif. Donc je pense qu'aussi c'est un mouvement qui a du mal, qui ne veut pas faire émerger des grandes figures. Mais si vous essayez de penser à des journalistes femmes féministes en France qui pourraient se rapprocher de l'exemple de Gloria Steinem, mais en moins connu, à qui vous pensez ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Hormis à nous, évidemment. Honnêtement, à pas grand monde. En tout cas, parce qu'elle est dans la même démarche, tu veux dire ? Dans la même démarche, mais elles ne seront pas du tout au même niveau de célébrité. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, Gloria Steinem, elle a vraiment squatté les plateaux télé. Tu vois pas de féministes qui squattent les plateaux télé en France. Notamment pas des journalistes. À part quand c'est MeToo, quoi. Donc, c'est-à-dire 2 semaines dans l'année. Mais après, quelqu'un qui endosse ça et qui peut être effectivement invité de manière régulière sur les plateaux télé. Et même au moment de MeToo, tu vois, il n'y a pas énormément de figures. Il y a Caroline Dehaest, mais qui n'est pas journaliste, mais qui est vraiment une militante qui, effectivement, a un accès important à la parole médiatique. Et d'ailleurs, elle se fait souvent bien tacler dans les médias. Mais il n'y a pas de... Moi, je pense pas qu'il y en ait effectivement d'aussi connus que Gloria Steinem, ça c'est clair, je suis complètement d'accord avec vous. Mais dans le même genre de démarche, moi je pensais à Mona Chollet, qui est journaliste au Monde Diplo et écrivaine, qui a écrit Beauté fatale et Sorcière. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'au moment où je me faisais, la journée où je me faisais cette réflexion, dans le métro,
à 10 minutes d'intervalle, j'ai vu une personne qui avait botté fatalement, et 10 minutes plus tard, je croise quelqu'un qui avait Sorcière. Et puis ça a été un succès, et c'est toujours un succès littéraire, Sorcière de Mona Chollet. Je sais qu'à un moment ou un autre, elle était passée même devant Éric Zemmour, ce qui n'est pas sans me ravir. J'allais dire, il faudrait qu'elle remplace donc, Éric Zemmour sur oui, les c'est plateaux ça. télé maintenant. Exactement, donc ce sera la prochaine étape. Mona, si tu nous entends, accepte les invitations, s'il te plaît. On Et t'embrasse. ensuite, il faut qu'elle joue son rôle dans 10%. Oui, c'est ça. Et c'est bon. Ok, on va faire de Mona Chollet la future Gloria Steinem. Mona, si tu nous écoutes, On lui fait des gros bisous. voilà, on te fait des bisous. C'est la fin de ce premier épisode du deuxième texte. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On est vraiment très preneuse de vos retours, commentaires, suggestions. N'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux, enfin pas nous harceler mais nous interpeller pour qu'on fasse mieux, qu'on fasse une émission qui vous corresponde. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez nous le dire. Et si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur le site de slate.fr. Et vous pouvez nous le dire aussi. Et vous pouvez nous le dire aussi, c'est vrai. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, SoundCloud et Google Podcast. Et alors, mettez-nous des étoiles, 5 de préférence. Prochaine émission dans un mois. Merci beaucoup Marie, merci Nassira. Merci à vous les filles. À très bientôt dans le deuxième texte.